Bonjour, je m'appelle le docteur Didier Frappaz et je suis oncologue pédiatre à l'IHOPE, qui est donc l'Institut d'hématologie oncologie pédiatrique lyonnais et régional. Donc on a dans nos murs ici un certain nombre d'enfants qui viennent de toute la région, qui ont des tumeurs solides ou des leucémies. Alors, je m'appelle Mathieu Gabu, je dirige un laboratoire de recherche au Centre de cancérologie de Lyon, qui est sur le campus du Centre Léon Bérard, à la proximité de l'IHOP, où a été soignée Marie. Et je dirige un laboratoire qui a pour objectif de comprendre le fonctionnement de certaines populations de cellules cancéreuses, qu'on appelle des cellules souches, et qui sont des cellules particulièrement agressives, particulièrement résistantes. Et donc on travaille dans le contexte de la pathologie chez l'adulte, donc sur une maladie qui s'appelle le glioblastome, et on essaie de réaliser le même travail sur la pathologie qui touche les enfants, qui est le méduloblastome, dont Didier vous a déjà parlé. Du soleil, mais c'est pas top. Actuellement, on guérit à peu près 75% des enfants. Donc, bien sûr, on voudrait aller jusqu'à 100%. Ça, c'est le but de tout le monde. Et il y a de la recherche fondamentale qui est en train de se passer dans la coulisse. Et je crois que vous allez aller voir le laboratoire de Mathieu Gabu, qui est une science extrêmement fondamentale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est ici dans un campus où il y a un hôpital et juste à côté, il y a des laboratoires. Ce qui permet d'avoir une interaction avec les laboratoires en leur disant, c'est là où il faut chercher. C'est cette tumeur-là qui nous donne du fil à retordre. Il y a des tumeurs qu'on guérit extrêmement facilement, des leucémies qu'on guérit extrêmement facilement, et puis il y a des tumeurs qu'on ne guérit pas du tout actuellement, ou qu'on guérit mal, ou qu'on guérit avec des séquelles. Et donc c'est cette interaction avec les chercheurs fondamentaux, les chercheurs sur le fondamental, qui va nous permettre d'avancer dans le futur. Et au microscope, cueillir des souris. Alors, un petit peu pour deux raisons. D'abord parce que, comme dans le cas du glioblastome, c'est une pathologie qu'on soigne encore relativement mal dans certains cas. Donc il y a vraiment une nécessité de générer de la connaissance pour être capable de mieux soigner cette pathologie. Et donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. On fait de la recherche fondamentale et l'objectif de la recherche fondamentale, c'est de créer de la connaissance. Et la deuxième raison est que le travail qu'on mène actuellement sur le glioblastome, en fait, les modèles qu'on utilise pour étudier le glioblastome, la technologie qu'on a pour ces modèles, on peut la transposer, en particulier au cas du méduloblastome, qui est aussi une tumeur du système nerveux central, donc une tumeur cérébrale. C'est sûr que t'es cap. Donc concrètement, c'est un travail collaboratif qui se fait avec plusieurs médecins. C'est un travail qui se fait à l'interface aussi entre plusieurs hôpitaux. Je m'explique. Donc, nous, on a un laboratoire de recherche fondamentale, donc on n'a pas accès directement aux patients. On travaille pour ça avec le docteur Didier Frappaz, qui lui s'occupe de traiter les patients. On travaille également, donc lui, il est à l'IHOP. On travaille également avec le docteur David Méronnet, qui est neuropathologiste et qui prend en charge les échantillons de tumeurs une fois que la chirurgie a été effectuée. Et donc David Méronnet, lui, il est aux HCL, donc aux Hospices Civils de Lyon, à l'hôpital de neurologie. Et donc concrètement, il y a également un autre partenaire qui est impliqué, qui est une plateforme de l'hôpital des HCL. Et donc en fait, c'est un projet où on a 4 à 5 partenaires qui sont impliqués au niveau de Lyon, avec une passerelle entre, on va dire, 2 hôpitaux essentiellement, le Centre Léon Bérard d'un côté et les HCL de l'autre. Et donc nous, on est un petit peu en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'on a mis en place ce réseau de collaboration, et nous, en tant que laboratoire de recherche fondamentale, on va bénéficier du travail de ce réseau pour pouvoir maintenant poser des questions de biologie fondamentale sur les modèles qui ont été établis par ce réseau. Gardez le cap, passer à la trappe. On travaille dans le cadre du projet qui est financé par l'association Les Rêves de Marie, exclusivement sur le méduloblastome. Après, mon équipe travaille sur une autre pathologie qui touche les adultes, mais ça reste des tumeurs cérébrales également, avec les mêmes connaissances, les mêmes compétences qu'on va pouvoir transférer justement à l'étude de la pathologie de l'enfant.
Alors, typiquement, quand je prends le cas de mon laboratoire, les financements qu'on obtient pour mener de la recherche sont de deux natures. Des financements d'ordre institutionnel, donc soit de l'INSERM, soit du CNRS, de sources de financement comme la Fondation pour la recherche sur le cancer, comme l'INCa. Donc ça représente en gros 30 à 40% de notre budget de fonctionnement. Le reste provient d'associations comme l'association du Rêve de Marie. Donc c'est une part absolument colossale de notre budget de recherche. Et sur des projets comme on souhaite le mener pour le glioblastome, ce sont des projets qui partent de zéro, pour lesquels il est difficile de motiver parfois des institutions qui demandent à ce qu'on ait un certain nombre de données préliminaires qui soient établies. Et donc, grâce au financement du Rêve de Marie, on va pouvoir justement mettre en place ce projet. Enfin, ce projet a été mis en place. On peut commencer à générer des données préliminaires qui nous permettront par la suite d'aller chercher des financements un petit peu plus ambitieux pour établir des collaborations à l'échelle nationale. Mais on a besoin d'avoir ce financement qui nous aide au démarrage des projets, sans quoi on n'arrivera pas à travailler sur des projets de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique. Comme c'est cool, c'est cool. Alors, on a forcément une partie de notre financement, comme je l'ai expliqué, qui vient d'institutions, qui nous permettent de réaliser pas mal de travaux, mais c'est évident que cette contribution n'est pas suffisante pour soit démarrer des nouveaux projets, comme c'est le cas dans le cas du glioblastome, soit parfois de maintenir l'activité sur un projet. Le financement qu'on a eu l'année dernière par l'association nous a permis de recruter un personnel technique. Ce personnel technique, si on veut pouvoir le conserver, il faut qu'on arrive à avoir des financements. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas pu avoir un financement de type institutionnel, on est dépendant de dons, on est dépendant de financement d'associations pour pouvoir maintenir cette activité. Le verre à moitié fou, Alors, c'est extrêmement compliqué le méduloblastome parce que il y a 30 ans, on parlait du méduloblastome. Maintenant, on parle des méduloblastomes. Ça se complique de jour en jour. Plus on a de la technologie et plus on dissèque ce méduloblastome en plusieurs maladies. Alors, actuellement, on guérit quand même à peu près 70% des enfants qui ont des méduloblastomes, avec des armes qui sont de temps en temps un peu toxiques, telles que la radiothérapie ou la chimiothérapie. Ce qu'on voudrait, ce vers quoi on voudrait avancer, ce sont les thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire si on comprend comment une cellule peut être détruite de manière spécifique et spécifique pour chaque enfant, eh bien, on aura avancé, on aura trouvé une nouvelle arme thérapeutique et peut-être qu'un jour, on arrivera à guérir tous les méduloblastomes sans leur imposer les thérapeutiques un peu difficiles qu'on leur impose actuellement. I wanna be cool, so cool. Actuellement, dès qu'on a un enfant qui est opéré d'une tumeur cérébrale, on est en lien avec les anatomopathologistes, c'est-à-dire les gens qui regardent sous le microscope. Eux sont en lien avec ceux qui font de la biologie moléculaire, c'est-à-dire qui vont chercher un petit peu plus loin dans la cellule. Et puis, en amont de tout ça, il y a la recherche fondamentale. Et tout ça est une chaîne, et une chaîne avec un va-et-vient entre le clinicien qui demande toujours plus de détails et le chercheur fondamental qui fournit toujours plus de détails. Et on a des colloques, bien sûr, avec les biologistes, où on apprend les uns des autres. Moi, en tant que clinicien, je leur dis « ça, c'est important et ça va nous faire progresser ». Et puis le biologiste m'explique les limites de sa technologie et m'explique comment il peut aboutir à la recherche de certaines cibles spécifiques. Le verre à moitié. Le gouvernement nous donne de l'argent. Il y a l'INSERM, il y a l'INCa, il y a tout un tas de structures gouvernementales qui aident à la recherche. Et bien sûr, ils nous construisent des murs et ils nous donnent un petit peu d'argent, pas mal d'argent pour le fonctionnement.
Mais si on veut devenir compétitif et si on veut faire de la recherche de haute qualité et pouvoir aller dans les colloques internationaux ou publier dans des grandes revues internationales et avoir une recherche qui soit effectivement efficace et innovante, il faut de l'argent en plus. Et de l'argent en plus, c'est des associations qui nous aident et on sait tout le travail que c'est pour une association de monter des manifestations. Et on est très reconnaissant à tous ceux qui les montent et à tous les volontaires qui sont là et qui aident à ce que cette manifestation soit un succès, comme l'a été la dernière marche de Givry. À ces personnes, je leur dis un grand merci, un grand bravo pour le nombre, pour une très belle marche, un très beau temps, et puis une organisation extraordinaire avec tout un tas de stands et tout un tas de dessins qui maintenant ornent le hall de l'IHOP. Donc on va garder ça en souvenir et je crois que on remercie tous ceux qui se sont mobilisés. La somme qui a été remise tant au laboratoire de Mathieu que pour aider à l'HFME est absolument gigantesque par rapport à ce qu'on a l'habitude de recevoir, parce que bien sûr il y a beaucoup de petites manifestations, mais ça fait partie des énormes manifestations. Donc un grand merci, un grand bravo. C'est ton antibiotique. Tout d'abord un grand merci pour la première édition, parce que ça nous a permis, au-delà de passer une journée extrêmement agréable dans le paysage de Givry, ça nous a permis de démarrer le projet, ça nous a permis de recruter quelqu'un, ce qui est quelque chose d'extrêmement concret. On a Caroline Isaac qui a été recrutée dans le laboratoire et qui travaille exclusivement sur ce projet-là. Les financements et les dons qui auront été collectés sur cette deuxième édition vont nous permettre de continuer à garder Caroline dans le laboratoire. Donc c'est extrêmement important pour nous parce qu'elle a un savoir-faire qui a été acquis et il faut qu'on puisse le maintenir. Ça nous permettra également d'acheter des équipements qui nous manquent aujourd'hui pour pouvoir manipuler ces cellules plus précisément. Donc c'est vraiment un grand merci à la mobilisation qui a été, que ce soit des donateurs, de tous les bénévoles qui se sont mobilisés lors de cet événement, mais également lors des autres événements de l'association, sans qui, en fait, cette activité de recherche ne serait pas possible aujourd'hui. Donc pour nous, c'est extrêmement important de la maintenir, d'autant plus qu'on est en lien direct avec les cliniciens qui s'occupent des enfants, et que notre travail à nous, c'est de pouvoir, avec nos recherches, pouvoir proposer à terme des solutions cliniques qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Donc on ne sera pas, notre travail n'est pas de développer des molécules, mais c'est de trouver des portes d'entrée pour tuer les cellules qui sont aujourd'hui résistantes dans le cas du myéloblastome. La vie, comme c'est cool, c'est cool. Voir le verre à moitié fou, fou. Dans ma vie, le point de pied cool, so cool. Voir le verre à moitié